Chapitre 9. L'expiation. Nous fûmes jugés devant une grande assemblée du peuple. Il était venu du monde de toute la Bretagne pour assister à notre châtiment, car la terreur et la haine que nous avions soulevées contre nous étaient très grandes. Mes compagnons furent tous tourmentés par le bourreau de Quimper, qui nous fit avouer le nom de nos complices par le feu. C'est ainsi que mon oncle Bénic fut arrêté et incarcéré à côté de nous dans la même geôle. Mon jeune âge me sauva de la question par les brodequins. Nous apprîmes de Bénic que nous avions été trahis par Virmoutier. C'est lui qui avait joué la comédie de la peur et avait permis à mademoiselle de Kergoez, que l'on appelait la chevalière à cause de son courage et de ses vertus, de réussir l'audacieux coup de main qui nous mettait à sa merci. Mademoiselle Évangeline de Goez avait armé de ses propres écus un brigantin, dont elle avait pris elle-même le commandement, car elle était aussi bon capitaine de navire que cavalière accomplie. Elle s'était entièrement vouée à notre poursuite, sachant déjà par Virmoutier qui, au prix de sa trahison, avait acheté sa liberté, quelle était la comédie macabre en usage à bord du navire de Mathieu Miles. Elle avait elle-même grimé en blessée et en mourant un peloton de soldats décidés qui, dès le début du combat, étaient tombés sur le pont et avaient tenu supérieurement leur rôle de cadavres. Dans notre précipitation et l'ivresse qui suivit l'action, nous avions embarqué l'ennemi sur notre propre bâtiment, mêlé d'ailleurs à ses véritables morts. Mathieu Miles n'était pas un freluquet, mais cette fois il reçut le choc en retour de son impiété et de ses superstitions. Quand il connut, pendant les 3 journées de chaleur étouffante que dura notre procès, le détail de l'opération où il avait succombé, il faillit devenir frénétique. Il injuria le Christ, la chevalière, les juges, et déclara tout net qu'il ne craignait pas la mort, mais qu'il regrettait de n'avoir pas bu le sang de cette coquine. La colère le rendait épouvantable à voir. Les yeux lui sortaient de la tête, son cou énorme se gonflait, et nous crûmes tous que son sang allait rompre les veines de ses tempes et de son cou. Virmoutier, naturellement, ne se présenta pas. Il avait été confronté avec Mathieu Miles et le bosseman avant le jugement. Aussi, l'affaire ne traîna-t-elle pas. Ces messieurs les juges de Quimper qui, pour la circonstance, étaient transportés à Brest, nous condamnèrent tous à être pendus sur les rives de la Panfelle, devant les fenêtres du bagne. En entendant l'énoncé de cet arrêt sans miséricorde, je ne pus retenir mes larmes, et me mis à sangloter en tenant ma tête dans mes 2 mains. Ma douleur émut la chevalière qui assistait à ce procès. « Ce pauvre enfant, dit-elle, n'est pas le plus coupable. » Elle décida les juges à intercéder auprès du roi de France pour obtenir ma grâce. On me mit donc seul dans une geôle du château, où devant ma cruche d'eau et un morceau de pain noir, j'eus tout le temps de faire pénitence, en me demandant avec angoisse quelle serait l'issue de la démarche de ces messieurs auprès du roi Louis. 3 semaines après la journée du jugement, j'entendis de ma prison un bruit extraordinaire sous mes fenêtres. Tout le ciel résonnait sous des coups de marteau redoublés. Je prêtai l'oreille, et je ne tardai pas à comprendre que c'était l'échafaud que l'on dressait pour mes compagnons. Chaque coup de maillet qui frappait une poutre m'entrait dans le cœur. Je ne savais que supplier le ciel de m'épargner. Quand le geôlier, que nous nommions le comte de la Carruche, vint m'apporter ma maigre pitance, je ne pus m'empêcher de lui demander quels étaient ce bruit. « C'est pour tes amis, me dit-il, de fameux gentilshommes de fortune, ma foi. Demain matin, à 10 heures, ils seront 37 à bénir les badauds avec les pieds. J'espère que dans quelques jours, tu iras les rejoindre, ainsi que tu le mérites. » Il referma la porte en s'esclaffant et me laissa seul avec mon désespoir. Et toujours les maudits coups de marteau m'entraient dans la tête. Je vivais mon supplice par anticipation. Il me fallut passer une nuit plus longue qu'1 siècle. Je restai les yeux ouverts jusqu'au petit jour, où je m'endormis d'un seul coup. Je ne reposai pas longtemps, car je fus réveillé par une grande rumeur qui montait des quais. D'un bond, je fus sur mes jambes, et je me mis à sauter dans ma cellule comme un rat enfermé dans une cage. Je voulais voir. Un étrange et puissant désir de voir me dominait. Ma cellule était aérée par un créneau assez élevé et garni de barreaux de fer. J'essayai de l'atteindre en sautant, espérant, après avoir attrapé un des barreaux, que je pourrais me hisser jusqu'à l'ouverture. Mais encore, à supposer que je puisse empoigner le barreau, je ne pouvais guère me maintenir bien longtemps à la force des poignets. J'allais et venais en proie à une agitation de forcenés, quand la porte de ma cellule s'ouvrit, et 3 hommes, suivis de quelques soldats, envahirent mon étroite prison. « Tu es libre, » fit l'un d'eux, que je reconnus pour un greffier. « Le roi, dans sa grande clémence,
te donne la liberté. Aussi bien, dit-il en tournant vers ses compagnons, il n'y avait point de preuve contre lui. Tu vas passer au greffe faire lever de l'écrou. Tu auras jusqu'à demain minuit pour quitter la ville de Brest et aller te faire pendre ailleurs. Comme cela ne manquera pas de t'arriver si tu ne choisis pas mieux tes amis. Messieurs, messieurs, balbutiai-je à moitié fou de joie, je vous remercie. Ce n'est pas trop dire, fit le greffier en riant. Un conseil, mon jeune Louis-Marie Bénic, un conseil en passant. Vous devriez vous présenter chez votre bienfaitrice, mademoiselle de Kergoez. C'est un conseil que je vous engage à suivre. Je promis tout ce que l'on voulut, et à 9 heures du matin j'étais libre. J'ai respiré l'air pur de la mer. Je sautai presque de joie dans la rue, et la figure rayonnante d'une gaieté que je ne pouvais contenir, je me mêlai à la foule des gens qui descendaient vers le quai de la Panfelle pour voir prendre l'équipage du Hollandais volant. Avec la foule des paysans et des citadins, je parvins à me faufiler dans les premiers, presque sous les fenêtres du bagne. Tous les forçats étaient rangés devant l'échafaud, bien encadrés par des soldats et des gardes chiourmes. Je reconnus des comites et des sous-comites, anciens clients de mon oncle, qui s'apprêtaient joyeusement à le voir pendre. Derrière la haie de soldats, c'est à peine si j'apercevais l'échafaud. Je résolus de faire le tour par Caravelle et de monter sur le toit du cabaret du Bon Chien Jaune. C'est une place que j'avais occupée autrefois, et je savais que de cet endroit, auquel personne parmi les curieux ne songeait, je pourrais découvrir les quais et assister sans gêne au dernier acte de la tragédie à laquelle j'avais été mêlée. Je courus de toutes mes forces, afin d'arriver à temps à mon observatoire. Toutes les clochettes de la ville qui sonnaient au trépassé et les tambours du régiment de Soissonnais qui battaient leur marche me donnaient des ailes aux talons. Je ne voulais pas arriver trop tard. J'aperçus bientôt le Bon Chien Jaune. Le cabaret semblait mort. Les volets et la porte étaient clos. Ce ne fut qu'un jeu pour moi de grimper sur le toit en m'aidant des volets et des gouttières. J'étais agile comme un chat, et en la circonstance j'eus escaladé la plus haute tour du château. Je montai à mon ancien observatoire derrière la cheminée, et de là, j'aperçus les quais noirs de peuple et de soldats, l'échafaud en plein soleil où s'agitaient une dizaine d'hommes courts et larges, qui me parurent extraordinairement longs, le bourreau et ses aides découpés en silhouettes noires dans l'or du soleil. 6 charrettes venues du château oscillaient entre les têtes des badauds. Dans la première, je reconnus Mathieu Maïs et Pain Noir, et l'oncle Bénic. Ils étaient en bras de chemise et avaient les mains liées derrière le dos. L'oncle Bénic baissait la tête. Mathieu Maïs la relevait d'un air goguenard. À mesure qu'il montait les degrés de l'échafaud, je reconnus tous mes anciens camarades, les fanandels, comme disait Virmontier. Les apprêts du supplice furent longs. Un grand silence s'était fait dans la foule. Je voyais chaque silhouette noire debout devant la corde qui le guettait. Et soudain, ce fut une danse effroyable et burlesque de pantins disloqués, qui se débattaient dans le ciel et qui se rendaient enfin sous les efforts des valets de bourreaux qui les tiraient par les pieds. Un à un, les 37 pendus s'immobilisèrent. Une grande rumeur monta de la foule que les soldats commencèrent à disperser. J'entendis dans les petites ruelles de Caravelle la pègre du quartier qui chantait et riait. Des hommes et des femmes ivres passèrent devant le Bon Chien Jaune, en tenant des bouteilles et en proférant d'ignobles injures. Je me gardai bien de me faire voir. Quand ils eurent disparu, je descendis prudemment. J'étais un tout autre personnage, et ce que je venais de voir devait rester à jamais gravé dans ma mémoire. Tout en cheminant, je me rappelai les paroles du greffier. Cette fois-ci, ce n'était plus le diable qui me poussait. Je résolus d'aller me jeter aux pieds de la chevalière et de lui demander en grâce de la servir jusqu'à la mort. La chevalière de Kergoez habitait dans la grande rue un hôtel magnifique et défendu à l'entrée par un gigantesque Suisse qui portait une livrée bleue bordée d'or. Je lui dis que sa maîtresse m'attendait. Le Suisse donna un ordre à un valet, et je fus introduit dans une superbe antichambre, tout entourée de meubles dorés comme je n'en avais jamais vu. Je regardais les belles peintures qui ornaient les murs, quand une porte s'ouvrit, et la chevalière, encore bottée et la cravache à la main, s'avança vers moi. Je baissai la tête, et je ne cessai de tourner et de retourner mon chapeau entre mes mains, ne sachant quelle attitude adopter. « Voici mon pirate » fit mademoiselle de Kergoez. « Rappelle-toi bien que je ne pourrai sauver ta peau encore une fois. » Mademoiselle, répondis-je en levant la tête et en la regardant bien dans les yeux. Je ne demande que l'honneur de vous servir jusqu'à la mort.
La chevalière réfléchit, tout en tapotant sa jupe avec sa cravache. On pourrait voir, fit-elle. Après tout, tu es courageux, et si je t'ai sauvé la vie, c'est parce que je te crois honnête. Je te prends à mon service. Maître Lesneven, mon majordome, te fera donner une livrée. À votre obéissance, mademoiselle. La chevalière avait déjà sonné sa camériste, avec une clochette d'argent posée sur une console. Celle-ci entra. C'était une belle fille rieuse et de fraîche couleur. Babette, fit mademoiselle, va quérir Lesneven. Je l'attends ici. Monsieur Lesneven était un petit bonhomme court et replé. Il s'inclina devant sa maîtresse et écouta avec déférence ses explications. Puis me conduisit à l'office, où en attendant qu'on vînt prendre mes mesures pour mon nouveau costume, je me restaurai de bon appétit devant le regard curieux des palefreniers, des valets et des servantes. C'est de ce jour que la bonne fortune commença à me sourire.